Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous sur studiokalita.com. Je rappelle à ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous étiez ambassadeur d'Israël en France et en Italie, ancien président du Keren Hayesod. Et nous souhaitions dialoguer avec vous ce matin pour parler de cette visite importante du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en Israël. Une visite de 3 jours. Qu'est-ce que l'on attend, à votre avis, de cette visite du côté israélien ? Bien, vous voyez, vous avez mentionné la longueur de la visite. Oui. 3 jours, c'est très long. C'est fait pour vraiment connaître les problèmes, rencontrer qui on doit, et pas seulement le Premier ministre et le Président, mais aussi voir de ses propres yeux. Par exemple, il va aller à Yad Vashem, il va tenir sa conférence de presse à Beit HaTfutzot, qui est le musée du peuple juif. Il va survoler Israël. Et il va survoler Israël, il va comprendre exactement, vous savez, c'est tellement difficile des fois de comprendre l'entêtement d'Israël sur sa sécurité quand on voit la ligne costale et quand on voit où étaient les lignes de 67 à 15 km de la mer. C'est presque incompréhensible pour un Européen ou un Américain. Donc c'est très important, premièrement, qu'ils voient, qu'ils connaissent le problème. Et deuxièmement, il y a des problèmes à traiter. Excusez-moi. Il y a le problème de l'UNIFIL qui ne fonctionne pas. L'UNIFIL, c'est la force de l'ONU entreposée au sud du Liban, qui ne fonctionne pas bien. Et nous voyons chaque jour le Hezbollah renforcer ses positions dans le sud du Liban, qui est une zone de responsabilité de l'UNIFIL. Il y a le problème de Gaza, où il y a un autre agent de l'ONU, UNRWA, qui s'occupe des réfugiés et qui est le Hamas, très souvent malheureusement, se protège derrière des institutions de l'UNRWA, et cela crée des grosses difficultés. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, mais en tout cas, vous avez le sentiment que Antonio Guterres vient ici pour essayer de mieux comprendre. Est-ce que le fait que, par exemple, il vienne au début de son mandat, il n'est secrétaire général que depuis seulement 6 à 8 mois, depuis 8 mois si je ne m'abuse, alors que Ban Ki-moon avait mis beaucoup d'années avant d'arriver en Israël pour essayer de comprendre les choses. Est-ce que c'est la preuve que Antonio Guterres est un homme qui peut être plus équilibré? Est-ce qu'il a déjà prouvé au cours des derniers mois envers Israël? Il a prouvé qu'il était plus équilibré que Ban Ki-moon, mais ça, c'était pas difficile. Oui. Parce que Ban Ki-moon penchait ouvertement du côté palestinien arabe. Mais c'est important parce que Guterres, vous voyez, il était Premier ministre du Portugal. Guterres, c'est un homme politique qui sait très bien qu'on ne peut pas traiter de problème si vous ne connaissez pas la base, le fond, les raisons de ce qui se passe. Cela ne veut pas dire qu'il va adopter une politique pro-israélienne. Vous savez, en fait, le secrétaire général représente tout l'ONU. Comme vous le savez, l'ONU est composée de beaucoup de pays qui sont arabes, qui sont musulmans et qui penchent de l'autre côté. Donc on ne peut pas attendre quelque chose de pro-israélien de la part de l'ONU. C'est tout simplement impossible. Mais ce qu'on peut attendre, c'est un raisonnement que chaque fois qu'il se passe quelque chose, que l'homme qui est à la tête de l'ONU et qui a la responsabilité, par exemple, de l'UNIFIL, de UNRWA, qui a la responsabilité de tous ces agents, pense avant d'agir qu'il y a aussi un autre côté qui s'appelle Israël et que des fois c'est possible qu'Israël ait raison, et alors on peut quand même essayer de ne pas trop se plaindre toujours sur ce que fait Israël, essayer de voir aussi l'autre côté. Est-ce que, d'une certaine manière,
Antonio Guterres vient en Israël aussi pour régler d'autres problèmes. On a parlé, et c'est aujourd'hui à l'ordre du jour, je le citais dans les titres de la matinée, des soldats, des corps des 2 soldats qui sont détenus par le Hamas. Est-ce que, et on a parlé d'une rencontre hier soir entre Guterres et Jason Greenblatt, qui est resté ici après le départ de Jared Kushner, après leur rencontre avec les dirigeants israéliens et palestiniens la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que l'ONU peut s'impliquer quelque part aussi dans la recherche d'un accord qui permettrait la restitution des corps des 2 soldats? Cela est possible. C'est certainement possible qu'après avoir rencontré les 2 familles des soldats, il va se rendre à Gaza le 3e jour qu'il en parle avec le Hamas, parce que c'est évident que c'est le Hamas qui a amené la situation où l'officier en charge de négocier le retour des corps des 2 soldats a dû démissionner parce que le Hamas constamment durcissait ses positions. Et là, peut-être que le secrétaire général de l'ONU puisse inculquer un nouveau souffle à ces pourparlers. En ce qui est de sa rencontre avec M. Greenblatt, je ne vois pas l'ONU prendre une part active à la recherche pour la paix au Moyen-Orient. Ça ne s'est jamais passé en 70 ans de l'histoire d'Israël. L'ONU n'a été qu'un obstacle, même un obstacle au processus de paix. Rappelez-vous que le Conseil de sécurité en 1979 n'avait pas entériné l'accord de paix entre l'Égypte et Israël, parce qu'il y avait des pays qui s'y opposaient. Donc non, ça je crois plutôt que c'est informatique et je ne vois pas l'ONU jouer aucun rôle dans le processus de paix entre nous et les Palestiniens. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, cette rencontre peut-être n'est pas une sorte de symbole aussi du fait que le secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui, doit tenir compte de l'administration Trump, des États-Unis, d'une administration qui n'est pas du tout dans la même optique que celle de Barack Obama, et avec une ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies comme Nikki Haley, qui est extrêmement ferme dans la défense d'Israël. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Antonio Guterres estime qu'il doit aussi tenir compte beaucoup de ce que dit l'administration Trump, parce que l'administration Trump, d'une certaine manière, eh bien, finance une partie, les États-Unis financent une grande partie du budget de l'ONU, et qu'il doit tenir compte de la nouvelle orientation des Américains? Vous avez parfaitement raison. L'Amérique est un facteur déterminant aux Nations Unies. Il finance un quart du budget des Nations Unies. Mais il pouvait aussi rencontrer des officiels américains à Washington ou à New York. Oui. Je sais qu'il le fait ici et que Greenblatt est resté spécialement parce que Greenblatt avait terminé ses entretiens avec Netanyahou et Abbas déjà à la fin de la semaine dernière. Montre aussi un geste des Américains envers Guterres, montre que les Américains veulent le mettre dans leur camp, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident que l'ONU, enfin certains pays de l'ONU évidemment, soutiennent un processus de paix. Donc c'est important aussi pour les Américains de dire au secrétaire général, voilà ce que nous faisons, nous essayons de faire. C'est pas facile, nous le faisons depuis des mois, il n'y a pas eu grand progrès, mais nous continuons. C'est important aussi pour Guterres de voir la difficulté du problème. Si depuis 4, 5, 6 mois déjà, on essaye, on n'arrive même pas à faire redémarrer les négociations. Donc c'est important, et l'Amérique évidemment est extrêmement dominante du point de vue financier à l'ONU, et Guterres a tout intérêt à être bien
avec les Américains. Une dernière question, Avi Pazner. L'opposition israélienne a longtemps accusé Binyamin Netanyahou par sa politique d'encourager l'isolement de l'État d'Israël sur la scène internationale. On voit qu'Antonio Guterres arrive quelques mois après son élection au poste de secrétaire général des Nations Unies. On voit que Donald Trump est arrivé très rapidement après son élection à la Maison-Blanche. On voit que Binyamin Netanyahou développe des contacts extrêmement forts avec l'Ouest africain, avec la Russie, avec l'Inde. Aujourd'hui, quelle note pourrait-on donner à Binyamin Netanyahou pour son activité sur le plan diplomatique et où se situe l'État d'Israël aujourd'hui sur la carte internationale? Je ne crois pas qu'il y a un isolement d'Israël. Il y a dans certains pays, spécialement en Europe, des critiques à l'égard de certaines politiques d'Israël. Par exemple, tout le monde sait que la question des implantations est une question qui dérange beaucoup les relations entre Israël et certains pays européens, au-delà de l'Europe, mais surtout européens. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël est isolé. Israël n'est pas isolé. Israël a de très fortes relations dans le monde entier. Regardez, par exemple, Netanyahou s'est rendu il y a quelques mois à un sommet avec des leaders africains. Après, il se rend en Europe de l'Est avec un sommet en Europe de l'Est. Il va se rendre prochainement en Amérique du Sud, autre sommet. Israël n'est pas du tout isolé. Je crois que Netanyahou marque une belle réussite dans les affaires étrangères d'Israël. Le fait même qu'il est invité, qu'il est reçu, Macron aussi l'a invité il y a quelques mois. Donc, je trouve cette accusation injuste. C'est vrai qu'Israël a des problèmes. C'est vrai que certains aspects de la politique d'Israël sont critiqués, mais de là à dire qu'Israël est isolé, c'est complètement erroné. Merci Avi Pazner d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com pour nous aider à décrypter cette visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en Israël et la place d'Israël, on va dire dans le concert des nations internationales. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci Daniel, bonne journée. Shalom, shalom. Voilà, nous étions avec Avi Pazner pour tenter donc de mieux comprendre cette visite importante du secrétaire général des Nations Unies en Israël. Nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.